À la une ce soir, le CHUM, premier CHU de France à être placé sous administration provisoire. La gestion de l'établissement est désormais entre les mains de 3 membres de l'Inspection générale des affaires sociales. Le collectif CHUM Douvant annonce rester vigilant. La gestion du TCSP épinglée par le Canard enchaîné, l'hebdomadaire satirique dénonce un dossier qui traîne sans raison valable. Alfred Marie-Jeanne a été jugé responsable du fiasco. Les Pierrotins, inquiets de subir de nouvelles inondations. Certains ont déjà subi de nombreux dégâts sur leur terrain. Après les grosses pluies de ce week-end, la Roxalane menace de sortir de son lit à chaque nouvelle averse. Enfin, une bambouseraie a été inaugurée à Sainte-Marie. Le projet devrait aider à développer la filière bambou en Martinique et créer de nombreux emplois. Reste à savoir si les collectivités soutiendront l'initiative. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le CHU de Martinique est officiellement devenu le premier CHU de France à être placé sous administration provisoire. 3 membres de l'Inspection générale des affaires sociales ont repris sa gestion dès aujourd'hui pour mener une opération de redressement qui devrait durer 6 mois. C'est dans ce contexte qu'à l'appel du collectif CHUM Douvant, la communauté hospitalière s'est une nouvelle fois rassemblée ce matin à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Le comité d'accueil est méfiant. Sous les blouses blanches, la couleur de la détermination. Un rassemblement symbolique pour montrer l'implication de l'ensemble de la communauté hospitalière aux inspecteurs généraux. Il faut aujourd'hui assainir les finances de l'établissement. Une remise à flot qui devrait notamment en passer par la mutualisation de services et donc la suppression de certains postes. Une épée de Damoclès pour les agents. L'administration, bien sûr, elle parle de diminuer les lits et de diminuer les effectifs. Il y a des collègues qui partent à la retraite en nombre important. On ne sait pas dans quelle proportion ils seront remplacés, mais nous avons la ferme intention, par service, par unité fonctionnelle, de faire la démonstration de nos besoins. Et ces administrateurs qui sont là, à partir d'aujourd'hui, il faudra qu'ils comptent avec nous et qui nous fasse la démonstration du respect de la sécurité et de l'équité des patients avec l'effectif que nous avons aujourd'hui et qui, dans certains secteurs, est bien insuffisant. Vendredi dernier, le ministère de la Santé avait annoncé le versement d'une aide financière exceptionnelle au CHUM, 11 millions d'euros en complément des 93 millions de fonctionnement accordés cette année. Un coup de pouce pour assurer les charges d'exploitation et réduire le délai de paiement aux fournisseurs. Une aide loin d'être suffisante. Nous sommes dans une situation où les fournisseurs sont payés extrêmement en retard, ce qui fait qu'ils ne nous livrent plus et nous sommes en rupture de stock de certains matériels, des matériels de base comme des produits pour nettoyer la peau. Nous sommes également en manque de maintenance pour certains équipements avec des risques aussi bien sur des équipements de santé que sur des équipements liés au bon fonctionnement du CHU. Il y a la dette de l'hôpital et puis il y a la dette envers les fournisseurs. Les délais pour payer les fournisseurs, les délais habituels sont de 60 jours. Nous sommes à 300 jours, donc par conséquent, certains fournisseurs sont mis en danger par le retard de paiement. Il y a pour l'économie martiniquaise un vrai danger si le CHU va mal. Il faut dire que la dette est abyssale, 250 millions et 100 millions d'euros de déficit structurel. L'installation de l'administration provisoire devrait permettre de repartir sur des bases saines. Nous avons besoin d'une stabilité dans le management de notre équipe directorale. Nous avons besoin que des réorganisations depuis longtemps attendues se fassent. Et nous avons besoin de fonctionner dans un cadre normal. Il n'est pas normal, il n'est pas logique que la population paye la mauvaise gestion de cet hôpital. Mauvaise gestion qui a été relevée par plusieurs organismes, le dernier étant la Cour des comptes. Cette mauvaise gestion perdure. Il faut que nous travaillions dans un contexte normal. Le personnel soignant devrait prochainement rencontrer les 3 nouveaux inspecteurs généraux. En fonction de l'évolution de la situation, après les 6 mois de période d'observation, l'ARS prendra la décision ou non de reconduire l'administration provisoire. Autre dossier dont la gestion suscite de nombreuses interrogations et même au niveau de la presse nationale, le TCSP, l'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, vient d'épingler des bus qualifiés de fantômes. Alfred Marie-Jeanne est mise en cause. Nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de notre édition. En attendant, en bref, un nouveau fait divers sanglant suite à une dispute. La scène s'est déroulée au quartier Étoile à Sainte-Marie devant un salon de coiffure. 3 jeunes filles seraient impliquées.
L'une d'entre elles a été blessée par arme blanche au niveau du cou. Elle a été héliportée vers le CHU de Fort-de-France. Pour l'heure, on ignore les raisons de cette affaire. Une enquête a été ouverte. Direction Saint-Pierre, avec cette menace qui pèse sur les habitants à chaque averse, la rivière Roxelane pourrait à nouveau sortir de son lit. De nombreux dégâts ont été recensés suite aux intempéries de ce week-end. Les terrains sont gorgés d'eau et les pierrotins craignent le pire à chaque nouvelle dégradation du temps. Reportage d'Anaïs Kell. Cela fait bientôt 3 mois que la chaussée a cédé sur cette route pierrotine. Un trou profond qui se remplit d'eau au gré des intempéries. Nicole craint de voir son commerce inondé. Je sais qu'il y a une infiltration d'eau qui se fait, qui sort de la rivière au trou. Donc ma préoccupation première, c'était le trou, puisque je me dis, est-ce que si la rivière continue à déborder avec cette rage, si il n'y aurait pas de problème. Plus haut, en direction de Morne-Rouge, un paysage de désolation. Depuis que la rivière Roxelane est entrée en crue dans la nuit du 31, Richard et sa femme n'ont pas beaucoup dormi. Chaque jour, la falaise s'effondre peu à peu, jusqu'à emporter toute une partie de leur jardin. J'avais des arbres fruitiers, des bananes, des manguiers, tout est parti, quoi. Il n'y a plus rien. Alors, ce qui fait qu'on est presque sinistré de mon jardin, sinistré de mon jardin, quoi. Mais ce n'est pas le plus important, mais j'ai préféré qu'ils viennent le plus vite possible pour nous protéger contre la rivière. Certains habitants se sentent aujourd'hui délaissés par la ville de Saint-Pierre. C'est le cas de Bénédicte, qui menace de se mobiliser pour se faire entendre. Avec mon voisinage, nous avons pris la décision de vraiment mener une manifestation, de fermer la route. Parce que nous nous déplaçons à la mairie, on nous répond que c'est la CTM, nous en avons assez. Il y a eu le débordement de la rivière le 30 septembre, ça fait un petit moment. Et nous avons vu aucun élu, ni conseiller, ni quelle que soit la personne pour pouvoir nous dire où on était, jusqu'à quand cette situation. Si la ville dit entendre les craintes de ses habitants, l'équipe municipale assure une mobilisation maximale sur ces problématiques. Mais cela s'avère parfois complexe, car l'intervention dans une rivière ne relève pas uniquement de la compétence de la commune. Il faut absolument qu'on ait déjà l'autorisation de l'ADL et de l'État pour pouvoir intervenir dans la rivière. C'est vrai que les habitants pensent que c'est facile, qu'on peut tout de suite intervenir, mais on doit avoir les autorisations, ça met du temps. Et des fois, c'est vrai que ça gêne un petit peu tout le monde qui voudrait voir que tout avance très vite. Embarqué cet après-midi dans un vol de reconnaissance en hélicoptère, le sous-préfet a tenté d'évaluer l'étendue des dégâts. À l'issue de ces observations, il propose d'organiser une réunion d'urgence avec les divers services concernés afin de débloquer au plus vite la situation. Revenons maintenant sur les obsèques du jeune artiste Tiblika qui se sont déroulées cet après-midi à Schellcher. Hier soir, parents, amis et anonymes se sont rassemblés autour de sa dépouille lors de sa veillée au stade municipal de Schellcher. C'est un reportage de Rebecca Riol et de Michelet François. De la musique spirituelle pour accompagner les proches de Tiblika, loin des refrains de dancehall qui l'ont fait connaître du grand public. Ce soir, l'heure est au recueillement. Un moment douloureux pour sa famille et ses amis venus nombreux pour lui rendre hommage. Tiblika, c'était comme mon petit frère. Donc j'étais souvent avec lui, c'est la famille. Donc ça a affecté mon lot. Et voilà, là nous l'a veillé. C'est un enfant qui était débordé de passion, de joie, de gaieté. Il avait toujours une good vibes dans son corps. Et il aimait vivre, on va dire qu'il aimait vivre. Voilà. Il a toujours milité contre la violence dès le départ. C'était vraiment contre la violence, contre la perte des frères dans la rue. Et l'image que je retiens de lui aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup en termes de messages pour la jeunesse en Martinique. Tous les jeunes le connaissent, ont écouté sa musique, ont dansé dessus. Tout le monde en savait qu'il peut être proche des petits frères, et malgré ça, la vie n'a pas empêché l'impensable. Donc profiter et puis justement rapprocher quand ça dit famille saute. Les amis, ok, mais pas oublier la famille. Well, but my no time to play. Every ghetto youth, c'est Monique et Yolei. Plein l'euro, le million nous caviser. Tiblika, c'était lui. Loïc Durantier à l'état civil, jeune artiste dancehall connu dans le milieu depuis près de 10 ans. Il chantait aux côtés de son frère Blikasti
La musique, c'était leur passion commune au point de fonder la Blika Family. Apprécié des jeunes, Tiblika avait réussi à exporter son talent dans l'Hexagone et à l'étranger, avec des tubes comme Pététol, Cholet Vacabon ou Marsupilami. Mort à 19 ans, les circonstances de son décès suscitent toujours des interrogations de la famille qui entend poursuivre des investigations. Nous attendons le résultat de l'autopsie parce qu'on nous a dit qu'il est mort étouffé dans son lit. Et ça, c'est pas possible par régurgitation. Un enfant de 19 ans, sans problème, aucun problème, puisqu'il était un grand sportif, il était arbitre, donc c'est incompréhensible. Sa dépouille repose désormais au cimetière de Terreville. Parti trop tôt, il laissera un grand vide sur la scène musicale martiniquaise. Oh papa, elle peut, pas sans ça qui finit mal. Oh papa, elle peut, reality ça vient brutal. Je vous en parlais, le dossier du TCSP est pointé du doigt par la presse nationale. L'hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné vient d'épingler des bus qualifiés de fantômes. Alfred Marie-Jeanne est mise en cause. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. 14 bus à 1 million d'euros pièce tournent en rond, à vide, dans leur centre de maintenance depuis 2 ans. Le scandale du TCSP commence à faire jaser hors de nos frontières. Et c'est au tour du célèbre journal satirique de s'y embarquer. Selon l'auteur de l'article, c'est Alfred Marie-Jeanne qui serait seul responsable de cette situation. Un raccourci trop facile selon le premier vice-président de l'Assemblée de la CTM. Si le TCSP n'a toujours pas démarré, c'est plutôt à cause de l'ancienne majorité. Elle aurait fait passer le coût d'exploitation mensuel des bus de 500 000 € à 1 300 000 pour la marche à blanc. CFTU a été choisi par la région à l'époque. C'est CFTU qui aussi gère Mosaïque. CFTU a un déficit dans Mosaïque. Et CFTU sans doute a eu la tentation de faire un peu un mélange des comptes et de transférer une partie du déficit de Mosaïque sur le TCSP, donc sur la collectivité territoriale. Une magouille financière selon lui, qui mettrait aujourd'hui la collectivité face à une situation délicate. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Ce n'est plus le PPM qui a la main, c'est la collectivité. Et depuis le 1er janvier. Mais jusque-là, par le biais du montage qui avait été fait, puisque la région avait confié au syndicat mixte des transports la maîtrise jusqu'au 31 décembre 2017. Donc nous pouvions essayer tout ce que nous voulions, nous n'avions pas autorité. Le problème, c'est que le contrat est déjà signé sans qu'on ait défini exactement les conditions. On a fait un chèque en blanc. Pour l'ancienne gouvernance, Alfred Marie-Jeanne, à la tête de l'autorité unique de transport depuis janvier 2017 et seul décisionnaire aujourd'hui, ne tiendrait pas compte de certains paramètres. Vous demandez par l'exécutant de faire fonctionner bus comment, des bus qui n'ont pas fonctionné pendant 1 an, qui étaient à l'arrêt, qui ont de multiples pannes, qui n'ont pas eu une maintenance comme il fallait, parce que justement il y avait un point d'interrogation sur l'ensemble de ces bus. Et donc la marche à blanc a dû se mettre en place rapidement, mais avec la possibilité d'un petit nombre de bus qui fonctionnent, avec une montée de puissance au fur et à mesure des mois qui passent, ce qui fait qu'à un certain moment, et oui, les coûts augmentent, puisqu'on n'est pas sur 3 bus, on est sur 14 bus à faire fonctionner. L'opposition n'explique pas le retard accumulé, alors qu'Alfred Marie-Jeanne a aujourd'hui toutes les clés en main. Depuis le 14 septembre, ils ont le bilan. Je rappelle que quand la marche à blanc est terminée, l'autorité, le pouvoir a le droit et le devoir de demander le bilan de cette marche à blanc pour justement connaître pas seulement les coûts, mais aussi le coût commercial pour savoir quel serait le prix du ticket. Alors nous parlons, c'est très simple, quel est le prix du ticket de TCSP? Il faut demander à Alfred Marie-Jeanne. Il n'a même pas encore aujourd'hui défini le coût du TCSP. Malheureusement aujourd'hui, l'autorité unique ne veut prendre aucune décision, se cache derrière toujours les mêmes, toujours nous, entre guillemets, puisque ce sera toujours la même chose et pas seulement sur le TCSP, mais sur l'ensemble des sujets sur lesquels en fait ils n'arrivent pas à prendre de décision. On l'a vu, exemple Albioma. Cet article jette un nouveau pavé dans la mare, alors qu'aucune date n'est avancée pour le lancement du TCSP. En 2018, on ne sait toujours pas à quel moment les bus rouleront. Seule information, une énième réunion devrait avoir lieu entre la CTM et la CFTU le 12 janvier prochain.
Vous êtes encore nombreux à être privés d'eau courante à l'heure où nous parlons. Pour certains, les robinets sont à sec depuis 3 jours en cause des problèmes de production d'eau potable à l'usine exploitée par la SMDS et la CTM à Viviers-au-Lorrain. Les réservoirs de Morne-Pavillon, Gondo et Acajou ne sont pas approvisionnés. Les quartiers concernés sont Morne-Pavillon, Gondo et Basse-Gondo, Californie, zone industrielle La Jambette, Acajou, Acajou prolongé, zone industrielle Les Mangles. Pour l'heure, il n'y a aucune visibilité sur un retour à la normale. Parmi les conséquences de ces coupures d'eau, le lycée Acajou 2 ne sera pas en mesure d'accueillir les élèves demain, y compris les 126 internes. Les cours devraient reprendre vendredi si la Société des eaux garantit le bon fonctionnement du réseau. Et toujours concernant les coupures d'eau, notez qu'une pétition en ligne a été lancée par une abonnée mécontente. Stop aux coupures d'eau récurrentes, défaut d'approvisionnement par Odyssey, qui en est à 250 signatures. Nous continuons à parler d'eau, mais de mer cette fois-ci, avec un projet d'animation du centre nautique de Sainte-Anne qui suscite de vives polémiques. Le marché a été attribué à une association bretonne contre l'avis de l'opposition qui dénonce un programme faisant injure aux Martiniquais. Reportage de Loïc Richis. Le comité de défense de la Pointe-Marin est sur ses gardes. En cause, la future gestion du cercle nautique par une association bretonne, les Glénans, ainsi qu'une subvention reconductible de 300 000 € étalée sur 3 ans. Un budget que les membres du groupe estiment disproportionné par rapport aux sommes allouées aux autres associations de la commune. Cette municipalité ne donne plus de subventions au-delà de 25 000, justement pour que les associations ne puissent pas monter ce type de dossier. D'où notre effarement de voir une association extérieure à la commune bénéficier de 300 000 €. Je suis en colère, mais je suis en colère contre vous. Je suis en colère contre les Sainte-Annais, en colère de voir que vous acceptez de vous faire déposséder de cette façon. Alors moi, je vais vous dire une chose, il faut vous réveiller et dire stop. Soutenus par l'ancien maire, les contestataires craignent à long terme une privatisation du site. Notre interrogation, c'est quand on aborde Sainte-Anne avec l'histoire, on voit qu'il y a eu plusieurs hold-up de cette zone. Il y a eu le Club Med, il y a eu la ZAC de Belfond et aujourd'hui on voit que les ambitions dévorantes de certains promoteurs arrivent aussi sur le littoral sainte-annais. Les décisions ont été prises lors des conseils municipaux en novembre et décembre 2017, mais selon des membres de l'opposition, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour valider les votes. Ils ont entamé un recours. Nous avons lancé des requêtes auprès du préfet, auprès du tribunal administratif, qui sont en cours et que nous espérons qu'ils vont aboutir. Du côté de la mairie, on assure que l'appel à projet a été fait en bonne et due forme. Seulement, aucune association martiniquaise n'aurait déposé sa candidature pour la reprise du cercle nautique. C'est une annonce qui est parue sur France Antilles, donc le quotidien local de la Martinique, et sur le site internet et la page Facebook de la ville. Donc réglementairement, nous avons respecté les conditions d'information et de communication. Au terme des délais de réponse à cet appel à projet, aucune entreprise martiniquaise ne s'est positionnée, ni aucune association. Et c'est l'entreprise des Glénans, l'association Les Glénans, qui s'est positionnée. Selon les élus, l'association Les Glénans est mondialement reconnue. La subvention annuelle de 100 000 € serait le juste prix à payer pour une formation de qualité. Nous recherchions des compétences expertes, voire même excellentes, pour pouvoir donner un bon niveau de service aux personnes qui vont pratiquer la voile. Alors quand on parle des personnes, nous avions visé dans le projet globalement que les élèves, à la fois les écoles primaires, les collèges, et les particuliers, les centres de loisirs puissent bénéficier de compétences expertes. L'association bretonne est déjà présente aux marins pour les croisières. Selon les sympathisants du comité de défense, la contestation ne fait que commencer. Le bras de fer est lancé. Un téléphone fixe par cellule en prison, c'est une initiative inédite du ministère de la Justice qui devrait aider les détenus à maintenir un lien avec leurs proches. Elle devrait également aider à mieux lutter contre le trafic de portables. Un appel d'offres pour une concession de 10 ans a été lancé par la chancellerie pour 178 établissements pénitentiaires. Une nouvelle mesure pas vue d'un très bon œil à des syndicats locaux. Voyez la réaction du délégué national Outre-mer FO du centre pénitentiaire de Ducos qui s'exprime face à la caméra de Loïc Richis.
C'est un projet vraiment loufoque. On a l'impression que la garde des Sceaux, elle marche sur la tête. Comment peut-on aujourd'hui dire qu'on va mettre des téléphones en cellule? C'est déjà apparemment le Club Med. Là, vraiment, ça va être le Club Med, voire plus. C'est proprement lamentable. C'est un message. C'est un signal à la délinquance, à la criminalité que l'on donne aux jeunes aujourd'hui qui ont du mal à s'insérer dans la société. On est en train de leur montrer que la prison, c'est la solution et c'est la bonne solution. Donc, pour Force ouvrière, en tout cas, ce n'est pas une bonne mesure et nous la combattrons de toutes nos forces. L'expérimentation, elle n'est pas bonne, c'est une expérimentation guidée pour permettre à la ministre de mettre en place cette mesure que nous considérons inadaptée aujourd'hui au monde carcéral. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons des recettes détox pour se remettre des excès du nouvel an. Nos remèdes rasiers ont de nombreuses vertus et nous en parlerons avec notre invité qui a sorti 3 livres sur nos plantes créoles. Nous parlerons également de l'examen au permis de conduire qui évolue cette année. Les candidats auront désormais un exercice à l'oral. Et puis nous irons en Guadeloupe qui se prépare déjà au carnaval. Les premiers sons de tambour résonnent déjà dans certains quartiers. Nous sommes toujours dans la première semaine du mois de janvier et l'heure est encore aux bonnes résolutions. Parmi elles, consommer local pour prendre soin de notre santé et nous détoxifier. Anaïs Gall vous a posé la question. Selon vous, quelles sont les bonnes recettes? Regardez. J'ai aucune technique de détox, parce que je n'en ai pas. Je pense que je mange sainement, enfin plus ou moins. Je fais quelques petits écarts. Mais voilà, c'est simplement une hygiène de vie toute l'année, aller à la mer, nager un peu, faire un peu d'exercice, voilà, et chercher des choses quotidiennes qui vous permettent de faire du sport. Je sais que bon, les gens boivent beaucoup de tisanes, etc. pour se nettoyer le foie, et qu'on vend aussi des produits à base d'artichaut, etc. On me demande souvent de quoi faire un calalou, c'est une soupe verte en Martinique, voilà, et donc composée de gombo, d'herbage, et voilà, c'est ça en fait que les gens mangent pour se purifier un peu après toutes les fêtes. Et pour être sûr d'avoir les bonnes recettes, nous recevons tout de suite un pharmacien qui a sorti en octobre dernier 3 livres sur nos plantes créoles, bien-être, anti-âge, anti-cancer et détox. Jean-Louis Longuefosse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer avec détox, puisque on est dans la saison, la période idéale. Parmi les produits, pour commencer, il y a l'eau de coco pour drainer. Alors, expliquez-nous. Tout à fait. L'eau de coco, c'est a des vertus diurétiques très intéressantes et qui permet de détoxifier, d'accélérer le métabolisme et la diurèse. Donc, c'est vraiment la période idéale pour en consommer beaucoup. Alors, oui, il y a une quantité idéale ou bien on fait un peu comme on veut à la place de l'eau? Est-ce que ça peut remplacer l'eau ou pas? Oui, du tout, l'eau de coco ne va pas remplacer entièrement l'eau. Ce qui est important dans cette période, c'est de boire beaucoup. Au minimum 1,5 litre à 2 litres par jour. Alors avec de l'eau, aussi avec de l'eau de coco, mais aussi avec du thé vert, avec des tisanes médicinales. Alors, autre draineur, l'orthosiphon qu'on appelle en créole babinchat. Alors, quelles sont ses propriétés exactes? L'orthosiphon est principalement une plante de drainage rénal. Elle favorise l'élimination des toxines métaboliques, des déchets organiques. Elle va accélérer donc le fonctionnement des reins qui permettra donc un meilleur drainage de l'organisme. Mais il y a d'autres plantes qui sont intéressantes pour drainer les autres organes éliminateurs des toxines, à savoir le foie, aussi le système digestif et dans une moindre mesure la peau et les poumons. Alors tout ça, c'est dans votre livre Détox, qui s'appelle Détox. Et puis, il y a également des recettes dans votre livre. On peut faire, par exemple, une cure de calalou. C'est une soupe connue dans la Caraïbe. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de cette cure, de cette soupe? Ce qui est intéressant dans la cuisine, disons, détox, c'est d'utiliser des herbages, des soupes vertes. Et on peut aussi... le calalou, autrefois, ça avait été composé d'une 30aine de plantes. À l'heure actuelle, vous allez chercher des herbages pour le calalou, vous avez du gombo, vous avez un petit peu d'épinards, et puis voilà. Donc l'idée, c'est de faire une petite cure pendant cette semaine pour rattraper tous les excès. Oui, c'est important de se drainer et donc de consommer des jus verts, des soupes vertes, d'augmenter la part des légumes, de diminuer la part de l'animal dans l'alimentation, ou de consommer un petit peu moins de viande grasse, même d'arrêter les viandes grasses pendant un certain temps, pour consommer des viandes maigres, et puis de favoriser les jus de fruits, surtout les fruits,
et donc tout ce qui est alimentation naturelle verte. Alors là, je vais montrer 2 des 3 livres que vous avez sortis en octobre dernier. Détox, il y a également le livre Anti-âge. Alors parmi les recettes anti-âge, il y a par exemple la plante Doliprane, qu'on connaît plus pour les maux de tête, qui pourrait aider à lutter contre les troubles de la mémoire, et également le moringa. Oui, tout à fait. Le moringa, c'est une plante, comme le Doliprane, c'est une plante qui est très intéressante parce que le moringa... Et toutes les parties de la plante sont utilisables. C'est à la fois une plante alimentaire, une plante qui est médicinale et ornementale, parce que c'est très joli, elle pousse rapidement. Et donc, elle favorise, si vous voulez, tout ce qui est apport de nutriments essentiels. Les plantes contiennent des nutriments qu'on ne trouve uniquement dans le règne végétal. Et le Doliprane, qu'on ne se doute pas que ça peut aider à lutter contre les troubles de la mémoire. Oui, mais comme aussi certaines plantes, comme la petite Véronique, c'est ce qu'on appelle le bacopa, c'est une plante qu'on trouve dans les pâturages et qui agit sur la maladie d'Alzheimer. Et je prends le 3e livre, Anti-cancer. Alors, dites-nous l'une des recettes phares pour lutter contre le cancer. Enfin, ça n'aide pas à lutter non plus. Disons que les plantes sont très intéressantes, surtout pour la prévention du cancer. Et en cas de cancer avéré, elles sont aussi très utiles les traitements, peut-être, pour accompagner les traitements. Mais il y a quand même des interactions qui peuvent exister entre les plantes et les médicaments. Donc, il faut en parler à son oncologue. Mais certaines plantes vont à la fois potentialiser les traitements de chimiothérapie, vont permettre de réduire les effets indésirables des médicaments et réduire le risque de récidive de ce cancer secondaire. Et même dans ce livre, il y a des recettes pour lutter contre le cancer, c'est bien? Oui, il y a des recettes. Je ne dis pas qu'il faille remplacer les traitements médicamenteux bien sûr, par des accompagnement. Plantes, mais qu'elles peuvent accompagner les traitements. Ou en prévention, vous l'avez dit. Ou en prévention, voilà. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et puis on rappelle les 3 livres, Plante créole détox, Plante créole anti-cancer et Plante créole anti-âge. Merci à vous. Il faudra, alors on continue, il faudra certainement des infusions de Corosol pour détendre les futurs candidats au permis de conduire. De nouvelles évaluations se sont ajoutées à l'examen depuis le début d'année. Un exercice oral sur les connaissances des premiers secours sera désormais au programme. Reportage de Pierre Trifou. Une nouvelle épreuve fait son apparition dans le permis de conduire 2018. Désormais, les candidats auront, lors de l'épreuve pratique, des questions qui abordent plus en profondeur les gestes des premiers secours. Aujourd'hui, on rentre dans le détail complètement, c'est-à-dire qu'on va parler de sécurisation non seulement de l'environnement, mais on va dire, par exemple, si une victime est en situation de danger, qu'est-ce que je fais ? Sur la route, la personne a eu un accident, bien sûr il y a des questions bien spécifiques, mais je vous donne en gros, la personne a eu un accident, est-ce que je la laisse sur la route comme ça, ou est-ce que je protège l'accident, ou est-ce que je déplace le blessé, est-ce que je déplace le blessé, comment je le déplace ? Il ne s'agit pas de brevet de secourisme, il s'agit vraiment de notions élémentaires des gestes de premier secours. Voilà. Alors, on ne parle pas que de gestes. Il y a la protection, il y a l'alerte, il y a les secours. Tous ces éléments-là sont développés par des micro-questions. Si les candidats devront savoir les premiers gestes, ce n'est pas au moniteur des auto-écoles de les enseigner. Ils ont seulement un devoir d'information sur l'épreuve et le type de questions auxquelles ils seront confrontés. Il faut savoir que les questions qui seront présentées le jour de l'examen sont divisées en 3. C'est-à-dire en 3 parties. Il y a une partie de questions intérieures, une question extérieure du véhicule et une question sur les premiers secours. Donc systématiquement, les premiers secours viendront dans l'évaluation de l'inspecteur le jour de cet examen. Alors on va prendre la question 12 par exemple. Eh bien on va lui demander dans les premiers secours comment arrêter une hémorragie. Comment arrêter une hémorragie, voilà. Alors, ce sont des petits points simples, en appuyant sur la partie, compressant un peu la partie qui est en hémorragie, etc., etc. 100 questions seront fournies aux examinateurs. Une bonne réponse apportera un point supplémentaire dans la note finale. Une mauvaise réponse ne sera pas éliminatoire. Partons en Guadeloupe avec la série Meurtre au paradis qui devient au fil du temps un véritable atout touristique pour la ville de Déhay. Des milliers de touristes se rendent sur place uniquement pour voir les lieux de tournage, une possibilité de marché qui n'a pas échappé à de jeunes entrepreneurs guadeloupéens qui ont conçu un site internet dédié aux fans. Reportage.
Une ville, une série, une renommée. Depuis plusieurs saisons déjà, Déhay est le décor grandeur nature de Meurtre au paradis. Stéphane Martial a créé il y a 1 an Guadeloupe Advisor, une billetterie touristique. Sur laquelle les prestataires peuvent afficher leurs produits et obtenir des réservations qui arrivent directement dans un logiciel. Meurtre au paradis est une très belle vitrine d'abord sur la Guadeloupe. Et de nombreuses personnes regardent la série en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays anglophones, en plus de la France. Donc c'est une opportunité pour la région de se faire voir et de se faire valoir. C'est donc tout naturellement qu'un prestataire a eu l'idée de créer une prestation touristique autour de ce produit. Et nous nous sommes donc rencontrés pour que je puisse distribuer son produit, qui a un fort écho notamment auprès des croisiéristes anglophones britanniques, qui sont les plus nombreux à réserver cette prestation. Pour Valérie et le Madras, lieu mythique et typique de la série, ce tournage est une bonne opportunité pour la ville et attire de nombreux touristes régulièrement, comme Michel et Denise, tout aussi fans de Déhay que de la série. Ça fait des années que nous apprécions et le feuilleton, enfin j'appelle ça un feuilleton moi, enfin les histoires, et nous aimons également le village de Déhay et ses restaurants, et particulièrement celui-ci. Nous sommes devenus amis avec les tenanciers de la case, nous venions ici et on découvre après les films qui se déroulent dans la case avec des magnifiques actrices et acteurs. Bon, et puis ici, après, on reconnaît les endroits. On reçoit beaucoup de clients, des étrangers, des Anglais, des Écossais, des Espagnols, un peu de tout, ceux qui suivent un peu la série, même en Australie. Donc on fait pas mal de rencontres. En général, ils veulent connaître le Catherine's Bar, les lieux où ça a été tourné, la série, ou boire un petit coup, les acteurs en fin de la série boivent le coup, donc chez Catherine. Donc le Madras. Ça rapporte un petit plus à la communauté de Déhay, aux résidents, ceux qui ont des hôtels, parce que toute l'année ça fonctionne quoi. Même en basse saison. Le circuit Meurtre au paradis attire donc des Américains, des Écossais et surtout des Anglais, avec une dizaine de réservations ces derniers jours pour une visite de 45 minutes au cœur de Déhay. On reste en Guadeloupe avec les premières sonorités du carnaval qui commencent déjà à résonner dans certaines communes. L'heure est au choix de tissus pour les costumes des membres des groupes à pied. C'est un reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Qu'il soit satiné, coton, le tissu est la matière phare du carnaval. Et cette année encore, ce magasin spécialisé répondra à toutes les attentes. Cette année, il y a une tendance qui se dégage un petit peu et qui se confirme par rapport à l'année dernière, c'est le tissu africain. On peut même dire que ça fait 2 ou 3 ans. Et il y a un motif particulier qu'on appelle le daishiki, que les gens commencent à connaître. Et voilà, qui est très demandé. Et cette année, donc, cette tendance se confirme. Bien avant les festivités, les commandes sont effectuées. Objectif, répondre à la demande, mais surtout éviter les ruptures de stock. Il y a d'autres tissus comme la broderie anglaise qui reste toujours en cours, qui reste toujours demandée, je veux dire. Puis vous avez le Madras, bien sûr. On fait des petites associations par-ci par-là. Et puis tout ce qui est lamé, tout ce qui est brillant, tout ce qui est luisant, tout ça on l'a et on attend encore d'autres arrivages pour dans très peu de temps. Voilà, incessamment sous peu, on aura d'autres arrivages. On essaye vraiment d'être, je sais pas, de maintenir nos prix dans la mesure où c'est possible et bien sûr. Jusque-là, les prix n'ont pas bougé. Cette année, les achats seront soutenus. Il faut faire vite, car le carnaval est très court. Fin des festivités, le 13 février. Très peu de temps donc pour confectionner bon nombre de costumes. Même avant la fin des fêtes, des grandes fêtes, déjà il y avait des gens qui venaient se renseigner, faire de la prospection et commencer même à acheter, hein, comme par exemple la toile du jute, ils ont commencé, certains tissus en blanc et tout ça. Ça commence, absolument, ça commence. Ça a commencé plus tôt parce que justement ça va être plus court cette année, malheureusement. Plumes, strass et autres accessoires viendront agrémenter les tissus des costumes pour un ensemble harmonieux et éblouir ainsi les spectateurs. On revient en Martinique, ATV toujours plus proche de vous. Place tout de suite à notre JT des communes.
Direction Sainte-Marie où une bambouserie a été inaugurée en décembre dernier. Il s'agit d'un parc où l'on cultive différentes variétés de bambou. Une volonté de développer la filière bambou avec des créations d'emplois à la clé. Reste à savoir si les collectivités soutiendront le projet. Reportage d'Hubert Bornil et de Michelet François. C'est un site magnifique que l'on vous propose aujourd'hui, juste sur les rives de la rivière du Galion. Et là, on va tout de suite, vous avez vu le vétiver à côté, mais tout de suite on rentre dans le vif du sujet avec une espèce assez rare en Martinique, le Dendrogalamus giganteus. Il faut savoir qu'en Asie, cet arbre symbolise l'unité et la grandeur d'ailleurs pour les mariages. Mais les couples ont pour coutume de venir y faire des photos. Alors là, c'est véritablement celui qui produit aussi les pousses de bambou en conserve. Donc il y a tout ici véritablement. Sur une parcelle assez isolée de Bonaire, à Sainte-Marie, cet espace baptisé la bambouserie. Le domaine de 9 hectares avait été mis à disposition à l'époque par l'ancien conseil général. Un homme bien connu dans le milieu de l'artisanat à Sainte-Marie y avait placé tous ses espoirs. Malheureusement, André Ranceau n'est plus de ce monde aujourd'hui. L'espace qui compte de nombreuses variétés de bambou est à terme menacé de fermeture. Nous avons besoin pour construire ce projet-là de mettre en place une infrastructure, donc un parc. Et pour cela, il faut vraiment la convergence des financements. Ce que nous n'avons pas pour l'instant, c'est ce pourquoi nous faisons nos démarches et que nous persévérons. Parce que nous pensons que les filières sont tellement diversifiées et variées qu'on peut créer des milliers d'emplois. Christophe a suivi les conseils avisés de son mentor. Et cet ex-infographiste a tout abandonné pour le projet. Ce que nous faisons ici, c'est la revalorisation de ce site qui avait été laissé à l'abandon. Et de façon à dégager des voies d'exploitation, notamment à partir de l'exploitation d'autres plantes à fibres, donc comme le vétiver. Donc il y a le bambou et le vétiver. On est sur une parcelle de bambou guadois, Guadois angustifolia. C'est un bambou qui vient de Colombie et qui possède la particularité d'être vraiment un matériau de choix pour la construction. Donc on fait des maisons, mais on fait aussi du mobilier. Depuis 2008 que l'espace a été aménagé, planté en bambou, les choses n'ont pas été simples pour l'Afibad. Difficultés de trésorerie entre autres. Heureusement, cela arrive que quelquefois des personnes passent, histoire de s'approvisionner en plantes ou s'enquérir de quelques conseils. Moi, ce qui m'intéresse avec ce site, c'est pouvoir avoir une main-d'œuvre après qui peut réaliser en fait mes projets. Parce que moi, en tant que designer, je fais d'abord des dessins, puis des prototypes. Mais après, à partir des prototypes, il faut trouver des personnes compétentes qui ont un savoir-faire pour les réaliser. En ce mois de décembre, sur le site, un ACI vient de se terminer, un chantier d'insertion. C'est l'un des seuls moyens pour l'Afibad de s'assurer un minimum de personnel. Ici, le travail ne manque pas, outre les réalisations de structures en bambou ou le jardin permaculaire qui est à lui seul un véritable laboratoire. Il reste l'entretien de l'espace et l'accueil du public. Magnifique ce site, et puis quel sentiment de quiétude. Regardez un peu, on respire l'air à plein poumon dans cette bambouserie. Et dire qu'on entend souvent ces paroles pour dire qu'en Martinique, nous pas ni rien. Mais voilà, il y a de quoi créer ici des milliers d'emplois à condition, oui, à condition que les élus, que tous les politiques de la Martinique s'y mettent et qu'ils fassent que ce site perdure. Information pratique avant de refermer cette édition. Le maire de la ville du Lamentin informe les parents d'élèves que pour cause de vandalisme, l'école élémentaire Gondo A sera exceptionnellement fermée demain et après-demain. La réouverture après remise en état aura lieu le lundi prochain, lundi 8 janvier, donc aux horaires habituels. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'une collecte sera organisée de 10h à 15h au kiosque Henri Guédon face à la Savane sur le bord de mer de Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre-Zop d'Akitman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germanique. À tout de suite.